Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes délégué général de La République Exactement. En Marche. Vous êtes en quelque sorte le patron du mouvement, du parti d'Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, invitée pendant plus de 3 heures hier soir sur LCI dans l'émission Mission pour convaincre. Elle martèle être la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron, futur candidat. De fait, elle vous inquiétait quand elle a été élue par LR le 4 décembre dernier. Est-ce toujours le cas ? Je ne sais pas si vous dites ça pour moi. Moi, je n'ai jamais Vous, tellement donné la l'impression d'être Macronie. inquiet en particulier. Ce qui me marque, c'est que beaucoup de candidats, et je trouve que Valérie Pécresse en fait partie, au fond, ont un projet qui est de battre Macron. Ils le répètent d'ailleurs à l'envi. Je suis mieux placé pour battre Macron. Mon projet, c'est de battre Macron. Ça ressort dans à peu près toutes ces réponses. Hier, c'était marquant. J'ai regardé l'émission. Je trouve que à chaque fois, on est dans une sorte d'obsession de prendre une position différente de ce que fait le gouvernement. Et ça pousse, au fond, à une sorte de manque de sincérité. Moi, j'ai été marqué de l'entendre, par exemple, dire au fond, vous cramez la caisse, ce gouvernement dépense trop d'argent sur l'énergie. Puis la phase d'après, dire, ou être plutôt incapable de dire qu'elle aurait fait différemment pour redonner du pouvoir d'achat aux Français dans un moment où les prix de l'énergie augmentent. C'est très marquant, et être contre Macron, ça ne fait pas un projet de société. Oui. Je trouve que c'était assez frappant, au fond, de voir le dialogue qu'elle avait avec les citoyens qui étaient en face d'elle, qu'elle a, me semble-t-il, pas totalement convaincue de sortir d'une position d'abstentionniste, peut-être parce que les positions sont très politiciennes. Et moi, je crois que dans cette campagne, ceux qui sont absents sont les Français, avant tout. Repartons de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu pendant la crise, qui est totalement absent du débat public aujourd'hui, pour porter une vision de société, une vision positive, optimiste. Ça, c'est un projet de société. On va y venir. Mais enfin, vous êtes un tout petit peu dans la caricature parce qu'elle a aussi fait des propositions. J'essaie de pas l'être. Et elle a fait aussi quand même des propositions. Elle n'a pas fait que dire qu'elle voulait battre Macron, ce qui, dans sa logique, se suit, puisqu'elle estime qu'il a un bilan, dit-elle, calamiteux. Mais, par exemple, je vous prends 2-3 mesures. Vous me direz, elles ne seront pas très structurantes, mais elles sont nouvelles. Elle veut créer un ministère de la fraude sociale. La fraude sociale, ça constitue effectivement des milliards qui sont perdus par la puissance publique tous les ans. Est-ce que c'est approprié ? J'ai entendu cette proposition. Ouais. Je l'ai trouvée là aussi un peu artificielle, pour vous dire ce que j'en pense. Il y a eu un effort dans ce quinquennat massif, justement, pour lutter contre la fraude fiscale. On a fait, il aurait pu le mentionner, un acte qu'aucun gouvernement n'avait fait avant. Lever le fameux verrou de Bercy. Vous savez, ce qui posait beaucoup de blocages pour justement être plus efficace pour lutter contre la fraude fiscale. Peut-être qu'elle aurait eu l'amabilité de le rappeler. En réalité, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'un ministère en particulier pour lutter contre la fraude fiscale. On a besoin d'avoir des moyens, on a besoin d'avoir des fonctionnaires pour le faire. Moi, je suis frappé de l'incohérence, de dire au fond, je veux plus d'efficacité pour l'État, mais en même temps, à la hache, je veux supprimer 200 000 fonctionnaires sans dire le commencement. Oui, poste de fonctionnaire, vous avez raison, c'est plus humain comme ça. Sans dire le commencement du moindre service où s'opéreraient ces suppressions de postes. Pourquoi elle ne précise pas ? Parce que je pense qu'elle ne le sait pas elle-même, que ce projet n'est pas préparé sur cet aspect, et surtout qu'il y a une posture qui est très électorale. Supprimons des postes de fonctionnaires, mais surtout, ne heurtons personne. Ça n'est ni à l'école, ni pour les policiers, ni pour les professeurs, ni pour les soignants. Alors où ? Eh bien, peut-être à Bercy, justement. Et comment est-ce qu'on lutte pour la fraude fiscale ? Donc, vous voyez, je pense qu'il faut de la cohérence. Vous le disiez, il y a beaucoup de propositions, mais qui sont au fond un peu éparses les unes à côté des autres. La création d'une banque des jeunes. Un projet de société. La création d'une banque des jeunes pour financer les études. Si elles sont concluantes, si elles arrivent jusqu'au bout, le jeune commence à rembourser. Si ce n'est pas le cas, en cas d'échec, il y a une garantie de l'État. Intéressant plutôt que le RSA jeune. J'avais fait la même proposition. De façon plus puissante d'ailleurs, parce que moi je proposais de le proposer à toute une classe d'âge et dans une mesure qui aurait eu un peu plus d'ampleur. Donc vous voyez, faire de la politique, c'est pas être justement opposé à tout. Ce capital jeune, je l'avais mis dans le débat public, qu'on ne rembourse que si on atteint un certain niveau de revenu. J'en avais fait la proposition, donc je ne vais pas avoir une position aujourd'hui artificielle moi-même, à dire que je ne trouve pas que ce soit une proposition intéressante. D'accord, on verra si le candidat Macron, dont on ne connaît pas encore les propositions, la reprendra Vous avez noté qu'il est pleinement président de la République aujourd'hui. Alors, il y a une demande de Valérie Pécresse, elle n'est pas la seule, c'est que se tienne un débat d'avant premier tour. Bon, d'une façon ou d'une autre, la pression va être forte, effectivement, pour qu'il descende jusqu'à cette arène-là. Est-ce que ça commence à
est-ce que vous commencez à réfléchir? Parce qu'au début, vous étiez hostile. Le vous est collectif. Hein, vous incarnez un proche du président, la Macronie. Vous y étiez hostile. Est-ce qu'il pourra se dérober? Est-ce qu'il pourra se dérober? Remarquez d'abord que vous me posez une question sur la participation à un débat, alors même que le président n'a pas déclaré sa candidature. Donc, ce temps viendra. Évidemment qu'il y aura des moments de confrontation, il y aura des moments d'échange. Et je crois d'ailleurs que le président de la République apprécie plutôt pouvoir présenter ses idées et être dans une confrontation. Moi, je ne crois pas que ça soit un sujet ou une problématique pour lui. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de débat avant le premier tour avec un président de la République sortant? Parce que, précisément pour la raison que nous évoquons tout à l'heure, être tous contre le président de la République sortant, ça donne généralement des moments qui ne sont pas particulièrement propices au fait de présenter des idées, de présenter des projets pour le pays. Combien de candidats déclarés? 13, 14, 15, tous contre le président de la République. Je crois qu'on doit s'interroger. On doit s'interroger collectivement sur la forme des échanges. Qu'il y ait des échanges, des moments de confrontation. Mais moi, je pense que tout le monde le souhaite. Et je pense que si le président de la République fait le choix d'être candidat, il ne serait pas contre. Ce que vous nous dites, attendez, fait le choix d'être candidat. Pardon, ça commence mal. Ça commence mal cette campagne si vous nous prenez pour des imbéciles. Non, je ne l'ai jamais fait. On attend la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Vous le savez, je ne vous ai jamais pris pour une imbécile. Personne d'ailleurs. Moi, je fais campagne depuis des mois. Je souhaite qu'il soit candidat. Je pense qu'il sera candidat. Pas de langue de bois aujourd'hui. Mais effectivement, il y a une situation du pays aujourd'hui, à la fois sur le front sanitaire et sur le front international, où l'actualité est lourde, qui nécessite, je crois, que le président de la République soit aujourd'hui pleinement dans sa fonction de président. C'est ça qui l'empêche, qui freine éventuellement, si tant est qu'il n'a jamais été question qu'il se présente. Je ne suis pas son porte-parole, je suis effectivement chef de parti aujourd'hui. Le dossier ukrainien, aujourd'hui le dossier malien, des tensions, c'est ça qui vous semble pour l'instant incompatible avec sa candidature? Là, vous avez vu l'agenda du président de la République ces derniers jours. Juste la présidence française, d'échanger, et c'est nécessaire de le faire avec Vladimir Poutine, avec nos alliés pour traiter la question de l'Ukraine, de travailler sur le dossier du Mali, de notre présence au Sahel. Tout ça, ce sont des enjeux extrêmement importants pour les Français, pour la paix dans le monde, pour la lutte contre le terrorisme. Je pense que ça l'occupe pleinement aujourd'hui. Quel type de campagne va-t-il mener une fois qu'il sera candidat? Mais en tout cas, ce que je souhaite, moi, c'est que nous menions une campagne qui ne soit pas une campagne contre les autres. Voilà, je crois que ce qui a fait la caractéristique d'Emmanuel Macron en 2017, c'est de proposer un projet positif pour le pays. De montrer, y compris dans les difficultés, qu'il y a un avenir meilleur possible pour le pays. Ça, je ne le vois pas du tout aujourd'hui dans le débat public. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse... C'est pour ça que Gabriel Attal a parlé d'une campagne de mort-vivant. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes dans la caricature, Valérie Pécresse, mort-vivante, Jean-Luc Mélenchon, mort-vivante. Je pourrais en tout cas, ce sont des campagnes dans le rétroviseur. Tout le monde fait des propositions qui auraient pu être très largement formulées avant la crise sanitaire. C'est très frappant. Regardez le débat que nous commentions hier soir. Pas un moment, on ne repart de ce qui s'est passé dans cette crise, des transformations de société qui sont à l'œuvre devant nous, sur la question des violences faites aux femmes, sur la question de la transformation du travail, sur la question des nouvelles filières qu'il faudra construire demain. Tout est une campagne dans le rétroviseur aujourd'hui. On va même ressortir le Karcher des années 2007. C'est bien court pour le moment que nous vivons. Le monde est en train de se transformer très profondément. Alors, regardez aux États-Unis, il y a un mouvement de démission comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire des États-Unis. On en parlait avec l'économiste Daniel Cohen vendredi matin à votre place. Il a été très frappé comme d'autres par ce qu'on appelle la grande résignation, la grande démission. Bien sûr, ça doit tous nous interroger. Et en France aussi, il y a des aspirations différentes par rapport au travail. Où est-ce qu'elle est la réponse? Est-ce que ce sont des problèmes d'horaire, d'autonomie, de contrat de travail, D'abord, c'est un problème de sens, Elisabeth Martichoux. Ce qui me marque, c'est que quand j'échange avec des jeunes générations notamment, elles veulent travailler différemment. Elles veulent que leur métier ait du sens. Mais comment aujourd'hui, il y a une crise de sens dans le travail. Un candidat président peut justement amener je vais vous dire les choses. Accompagnons des solutions, des recettes. Encore plus rapidement et fortement les entreprises dans leur transformation. Ma conviction, moi vous le savez, je viens du monde de l'entreprise. J'ai créé une entreprise, j'ai travaillé dans des entreprises et je fais le constat aujourd'hui que les entreprises se transforment beaucoup plus rapidement que la classe politique en réalité. Oui. Nous avons créé des statuts d'entreprise à mission. Nous pourrions réfléchir à ce que les entreprises les plus vertueuses, celles qui travaillent à leur impact social, environnemental, elles soient
encore mieux accompagnées, elles puissent bénéficier d'avantages fiscaux. En quoi est-ce que ça attachera davantage les individus à leur travail ? Eh bien, moi, je crois fondamentalement qu'il y a une question du salaire. Évidemment, elle est centrale, la question du partage de la valeur, mais aussi la volonté de travailler dans un métier, dans un projet collectif qui a du sens. Ça fait partie aujourd'hui des aspirations des salariés. Et je pense qu'on est au tout début des transformations. Et là, il y aura des réponses sur ce sujet. Comment, je vous donne 2 autres exemples en étant rapide. Comment est-ce qu'on accompagne l'économie de plateforme ? Tous ces salariés qui aujourd'hui travaillent et ont des emplois qui sont très morcelés et qui bénéficient au fond de peu de protection sociale dont bénéficient les salariés qui sont en CDI dans des grandes entreprises. Comment est-ce qu'on traite la question du partage de la valeur ? On le voit bien, on a accompagné massivement les entreprises dans cette crise. Il y a une question là aussi de sens au fond. Comment est-ce qu'on favorise encore davantage la participation et l'intéressement ? On a fait beaucoup dans ce quinquennat et je pense qu'il faudra continuer à accentuer encore, c'est ma conviction. Est-ce que ce sont les réponses qu'attendent les abstentionnistes ? Il y avait un moment très fort hier, au début de cette émission Mission Convaincre, c'était les témoignages de 6 abstentionnistes qui ont plus ou moins de difficultés à boucler les fins de mois, mais qui sont tous intégrés et qui sont tous très très éloignés de la politique. On se souvient, ça avait marqué tout le monde, qu'Emmanuel Macron avait fait la promesse de réconcilier les Français avec la politique. Quand vous les entendez, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire hier soir ? Et peut-être qu'un jour Emmanuel Macron viendra ici même leur répondre, ce serait souhaitable. Ce format-là d'échange avec des gens qui sont éloignés de la politique, c'est un format que moi je trouve tout à fait vertueux, parce que le cœur du projet politique qu'on porte, ça doit être de s'adresser à ces personnes-là, celles qui ne croient plus. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Parce que le rapport au travail, c'est pas ça qu'elles attendent. Oui, mais qu'il faut plus loin que ça. 2 choses. D'abord, il faut repartir de leurs préoccupations et non pas être enfermé dans des débats politiciens que je vois beaucoup trop souvent. Comment est-ce qu'on rassemble notre camp ? Comment est-ce qu'on va piquer des soutiens dans tel ou tel camp, etc. C'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, ce sont les Français. Ce sont les grands absents de cette campagne. Et nous, ce que nous souhaitons faire, humblement, la majorité présidentielle, c'est partir des préoccupations des Français. Nous sommes allés à l'écoute ces derniers mois de nos concitoyens. On est allé frapper à leur porte pour essayer d'écouter leurs aspirations. Le coup de la Grande Marche, mais c'est pas le coup de la Grande Marche. C'est ça qui a parlé aux Français en 2017. Et je crois profondément, particulièrement après la crise, parce que les gens vivent des transformations, on en parlait à l'instant dans leur quotidien, que c'est de ces préoccupations-là qu'il faut repartir. Et le deuxième sujet, Elisabeth Martichoux, c'est la sincérité. Il faut dire les choses. Tenir un langage de vérité. La sincérité, c'est plus important que l'efficacité. Elles sont liées, quand elles sont totalement liées. À défendre. Regardez la gestion de la crise sanitaire. C'est pas plus important d'être efficace quand même pour les Français ? Bien sûr, bien sûr. Mais la sincérité et l'efficacité, ça marche ensemble. Regardez la gestion de la crise sanitaire, c'est un bon exemple. Nous avons eu une parole claire. Nous avons la conviction que le pass vaccinal, c'est la clé pour sortir de cette crise. Et donc, nous avons assumé, et nous sommes absolument les seuls à l'avoir fait, de dire... on va faire porter les contraintes sur les gens qui sont non vaccinés. Le président de la République l'a même dit dans des termes assez directs. Bien, ça dénote dans la vie politique. Moi, je vois des gens qui ne sont pas forcément des supporters du président de la République, mais qui me disent, au moins lui, on voit où il veut aller et on comprend ce qu'il nous dit là-dessus. Ça, je pense que ce langage de vérité, c'est la première étape pour l'efficacité en politique et donc regagner la confiance. On verra. Vaste chantier. Un autre chantier important, le maire de Roubaix aujourd'hui est devant la justice. Il doit répondre de soupçons de subventions d'associations prosélytes. Et par ailleurs, il y a eu un reportage sur M6, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, Zone Interdite, qui a révélé... Je ne l'ai pas vu en entier, j'en ai vu des extraits. Voilà. Il y a eu des entreprises de prosélytisme qui confinent au séparatisme avec ces fameuses poupées sans visage, ce qui est conforme à une interprétation rigoriste de l'islam qui veut qu'on ne figure pas justement. Si vous me le permettez, Elisabeth Martichoux, je vais répondre à votre question, mais puisque vous évoquez ce reportage, je veux dire que j'ai vu qu'Ophélie Meunier, la présentatrice, qui a montré ces situations, qui a montré la réalité de certains quartiers de Roubaix, qui n'est pas tout Roubaix, mais qui présente la situation réelle dans certains quartiers. Elle est aujourd'hui sous protection judiciaire parce qu'elle est menacée, sa vie est menacée par des extrémistes, par des djihadistes, au fond, par des gens qui n'aiment pas la démocratie, qui n'aiment pas les médias. Eh bien, elle doit être absolument soutenue et protégée, sans ambiguïté, sans mais. Elle a fait son travail de journaliste, et je veux lui apporter tout mon soutien. Parce qu'en effet, c'est insupportable qu'elle soit de cette façon-là menacée et aujourd'hui obligée de supporter une protection. Ma question, au-delà de ça, mais c'était déjà important de le dire, est-ce que c'est un sujet, parce que certains disent,
franchement, cette histoire de poupée, c'est un sujet anecdotique par rapport aux grands enjeux économiques et sociaux que la France a affrontés. Non, je n'ai pas cette vision-là. Je crois que ça n'est pas anecdotique que la République, au fond, mène ce combat-là pour être présente partout, pour ne pas accepter qu'il puisse y avoir des territoires, des quartiers où ces principes ne sont pas défendus et ne sont pas partagés par tous. Donc non, ce n'est pas un combat anecdotique. Et si je le pensais, je n'aurais pas voté la loi que nous avons adoptée pour conforter les principes républicains. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons décidé par la loi, ça n'existait pas avant, que nous pourrions fermer des associations, qu'elles soient cultuelles ou que ce soit des associations en loi 1901, des associations sportives par exemple, si elles ne respectaient pas les principes de la République. S'il y avait des faits justement de communautarisme, si des jeunes filles étaient obligées d'appliquer les préceptes d'une religion, si on ne pouvait pas s'exprimer librement, critiquer telle ou telle religion, eh bien, dorénavant, la puissance publique s'est donné les moyens de pouvoir fermer ces associations. Pas un euro pour les associations qui ne respectent pas les principes de la République. Ça, c'est du concret. De la même façon qu'on s'est donné beaucoup plus de moyens pour fermer des débits de boissons, des lieux de culte qui ne respectent pas les principes de la République. On en a fermé beaucoup plus sous ce quinquennat que sous tous les quinquennats précédents. Je veux le dire parce que c'est concret. Vous avez sans doute entendu Valérie Pécresse, puisque vous avez regardé l'émission, dénoncer le fait que le gouvernement ne s'est pas associé à un abonnement, enfin, désapprouvé un amendement qui a été voté par le Sénat qui interdit le port du voile dans les compétitions sportives. La ministre des Sports a dit non. Et Valérie Pécresse disait, voilà, le double jeu du gouvernement, il est là. Beaucoup de paroles. Et quand on propose une interdiction du port du voile pendant les activités sportives, le gouvernement dit non. D'abord, là aussi, il faut être précis. Dans quel cadre c'était? Dans une proposition de loi qui visait à réformer la gouvernance des fédérations sportives et à rendre le sport plus accessible pour tous. Non mais, d'accord, mais sur la forme d'abord, je vais vous dire sur le fond ce que j'en pense exactement. Mais sur la forme d'abord, un texte qui avait été voté quasiment à l'unanimité à l'Assemblée nationale, de tous les bancs, les républicains compris. Les sénateurs décident de le faire échouer, c'est-à-dire de retarder des sujets importants parce que ils n'ont pas pris un point. C'est l'avis parlementaire. Mais c'est typiquement ce que les gens détestent, c'est de la vie politicienne en l'occurrence. Et sur le fond. Ce que les gens aiment, c'est que vous répondez à la question. Bien sûr, mais je crois que je suis en train d'y répondre. Sur le fond, cet amendement, c'était d'obliger les gens, y compris amateurs, qui font les footballeurs du dimanche, dans les enceintes sportives, à ne porter aucun signe religieux. Ça n'est pas ma vision de la laïcité. Voilà, je le dis, on a le droit d'être en désaccord là-dessus. Et je crois que la droite, au fond, a tort de mener cette sorte d'obsession sur l'interdiction du voile partout, dans tout espace public, parce que c'est ça la question qui est derrière, alors même que les vrais sujets, c'est d'avoir la capacité, on le disait à l'instant, à fermer une association qui ne respecte pas les principes de la République. Que la droite passe son temps à parler du voile, qui est le même piège qui nous est tendu systématiquement, y compris par les islamistes, le port c'est bien dommage. Fillettes. Vous avez entendu aussi Valérie Pécresse, elle a insisté là-dessus. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a une sorte d'obsession, et d'ailleurs de pointer le doigt sur une religion en particulier, là où en réalité pose pas de la problème, clé... cette religion. Est-ce qu'elle pose des problèmes, cette religion, par exemple à Roubaix? Mais moi, je ne serai jamais de ceux qui disent que l'islam pose problème. Les islamistes posent problème. Évidemment, il n'y a aucune... Qu'est-ce que vous dites? L'islam pose problème? Non, je ne serai jamais de ceux qui disent que l'islam en soi pose problème. Religion, les islamistes, en l'occurrence, oui, bien sûr. Et je crois que nous montrons que nous luttons avec beaucoup plus d'efficacité en fermant des lieux de culte, en fermant des lieux de boisson. Donc vous savez, on a un bon les associations que Gérald Darmanin outils. a eu le courage de dissoudre, je pense par exemple à Baraka City, les lieux de culte, je pense à un moment donné à la mosquée de Pantin, où il y avait des prêches qui ne respectaient pas les principes de la République, bien, ces associations-là, elles ont été créées et ouvertes dans les quinquennats où justement Valérie Pécresse était ministre. Donc, que chacun balaye devant sa porte, on a un défi de société, on a un défi de génération pour défendre notre République, pour lutter contre ceux qui dévoient une religion, disons les choses clairement, mais ne le faisons pas dans des grands mots, appliquons la loi, donnons-nous les moyens et ne nous perdons pas dans des débats qui sont au fond des pièges de société. Encore un mot, le député Romain Gros à Perpignan a été agressé dans le cadre, en marge d'une manifestation anti-vax il y a quelques jours, un samedi. Les agresseurs, certains des agresseurs ont été jugés. Ils ont écopé d'une peine de 18 mois avec sursis. Ils ont son avocat, j'ai entendu son avocat, son avocate, pardon,
dénoncer une peine infiniment trop lourde par rapport à ce qui a été reproché. Qu'en pensez-vous? Moi, je n'ai pas à commenter telle ou telle décision de justice. Ce que je pense qui est important, c'est qu'il y ait une décision de justice d'abord rapide, que ces faits soient suivis. Et trop souvent, on dénonce l'inaction, l'inefficacité de la chaîne entre la police et la justice. Eh bien, moi, je trouve ça très bien qu'en l'occurrence, il y ait eu des gardes à vue rapides, qu'il y ait eu des comparutions immédiates et qu'il y ait des peines qui soient prononcées. Je pense que c'est très important de montrer qu'il ne peut pas y avoir d'impunité. Vous savez, et Romain Grau a absolument tout mon soutien, il y a eu 1200 élus de tous bords, des maires, des parlementaires qui ont été agressés l'année dernière. Compte tenu de ça. Moi, je ne la trouve pas particulièrement exemplaire. Je pense qu'il faut de la sévérité dans ces cas-là pour montrer que notre société, ceux qui sont défenseurs de la démocratie, parce que c'est ça qui est en jeu, au fond, eh bien, elle ne va pas baisser les bras. Et elle va faire montre, justement, de fermeté et d'efficacité. On en parlait tout à l'heure. Si on veut recréer du lien de confiance, il faut montrer aussi que la puissance publique, l'institution judiciaire, elle est armée pour faire face à ceux qui menacent notre vie en commun, c'est-à-dire la démocratie. Merci Stanislas Guerini d'avoir été ce matin sur LCI.